Dans le cadre de l'approche multidisciplinaire du système nerveux, nous allons aborder le schwannome de l'angle pontocérébelleux. Le diagnostic posé ici est un déficit progressif dans les territoires du 7, 7 bis, 8 gauche homolatéraux, révélateur d'un schwannome de l'angle pontocérébelleux homolatéral. Le traitement proposé est une exérèse chirurgicale. Un schwannome de l'angle pontocérébelleux est une tumeur bénigne qui se développe le plus souvent aux dépens de la branche vestibulaire de la 8e paire crânienne ou nerf acoustique. Cette tumeur naît des cellules de Schwann, d'où le nom de schwannome, et dans le cas présent au niveau de l'angle pontocérébelleux, c'est-à-dire l'espace compris entre la face postérieure de l'os du rocher, le tronc cérébral et le cervelet. Le schwannome de l'angle pontocérébelleux ayant une prévalence de 0,02% et présentant une légère prédominance féminine est le plus souvent sporadique, mais dans 5% des cas correspond à une maladie génétique, la neurofibromatose de type 2. La forme sporadique est fréquemment diagnostiquée vers l'âge de 50 ans, alors que le diagnostic de la forme génétique se fait habituellement durant l'adolescence. Cette tumeur présente 3 profils évolutifs, une absence de croissance, une croissance lente et une croissance rapide. Envisageons d'abord les signes et symptômes attendus à l'examen clinique et à l'anamnèse. Seule la myéline de la portion intraméatique du paquet acoustico-facial est fabriquée par les cellules de Schwann. Ainsi, les schwannomes naissent la plupart du temps dans le conduit auditif interne. Ils engendrent alors la compression des nerfs et artères responsables des symptômes précoces. Lorsque la tumeur remplit le méa acoustique interne, elle poursuit sa croissance dans l'angle pontocérébelleux. La gravité de cette tumeur tient au risque de compression du tronc cérébral à un stade tardif. L'IRM est le premier examen clinique à réaliser. Les signes sont dominés par une hypoacousie de perception unilatérale d'évolution lente, souvent négligée chez plus de 50 ans, et des acouphènes subjectifs non pulsatiles. La surdité brusque est un mode de révélation plus rare. La survenue et l'intensité de la surdité sont très variables. L'audiométrie tonale confirmera une surdité unilatérale de perception d'origine rétrocochléaire, tandis que les potentiels évoqués auditifs, ou PEA, permettent de rattacher la surdité de perception à une atteinte du nerf acoustique. Les troubles de l'équilibre, comme les vertiges, sont fréquents mais souvent omis car ils sont peu intenses. On peut également observer un nystagmus vestibulaire périphérique, c'est-à-dire des mouvements d'oscillation involontaires et saccadés du globe oculaire. Le signe de Rombert latéralisé, la déviation des index du même côté que le signe de Rombert et la marche en étoile sont plus tardifs. De plus, ces signes labyrinthiques sont rarement retrouvés, la croissance tumorale étant lente et permettant ainsi la mise en place de la compensation centrale. L'atteinte du nerf facial engendre une asymétrie de la face au repos, caractérisée par une commissure labiale abaissée du côté paralysé et une bouche déviée du côté sain lors de la mimique spontanée et sur ordre. Cependant, la survenue d'une paralysie faciale est exceptionnelle tant les fibres motrices de ce nerf supportent l'étirement passif. On peut également objectiver le signe de Charles Bell, occlusion complète de l'œil impossible et globe oculaire du côté paralysé qui se porte en haut et en dehors lors de la tentative de fermeture de l'œil. Les signes liés à l'atteinte du nerf 7 bis sont une agueusie des 2 tiers antérieurs de la langue, une anomalie des sécrétions lacrymales et salivaires et une hypoesthésie de la zone de Ramsay-Hunt. Ce n'est que très rarement actuellement que les schwannomes sont découverts devant un syndrome cérébelleux ou des signes d'hypertension intracrânienne comme des céphalées ou des troubles de conscience. Dans certains cas, on peut observer une hypoesthésie du visage, signe plus tardif lié à la compression du nerf trijumeau. Les nerfs faciales, intermédiaires de Weisberg et vestibulo-cochléaire, émergent du tronc cérébral au niveau du sillon bulbo-protubérantiel et passent ensuite dans l'angle pontocérébelleux pour rejoindre le conduit auditif interne. À ce niveau, le nerf vestibulo-cochléaire se divise en une branche cochléaire, qui se distribue à la cochlée, responsable de l'audition, et une branche vestibulaire rejoignant les canaux semi-circulaires et chargée de l'équilibre. Nous pouvons maintenant passer au schéma physiopathologique. Le schwannome pontocérébelleux est donc une tumeur bénigne présentant une bonne délimitation et un index mitotique faible, dérivé des cellules de Schwann. Elle se développe dans un espace limité, compris entre l'arrière du rocher, le tronc cérébral et le cervelet, engendrant rapidement la compression de l'ensemble des nerfs de cette région. La compression des nerfs 7, 7 bis et 8 engendre un déficit progressif dans leur territoire avec l'apparition d'une sémiologie propre à chacun d'eux. Ainsi, la compression du nerf cochléaire entraîne généralement une hypoacousie de perception du côté homolatéral à la tumeur d'évolution lente, des acouphènes, voire une surdité brusque. Comme dit précédemment, on peut réaliser une audiométrie tonale pour confirmer la surdité unilatérale de perception d'origine rétrocochléaire, tandis que les potentiels évoqués auditifs permettent de rattacher la surdité de perception à une atteinte du nerf acoustique. La compression du nerf vestibulaire est responsable quant à elle des troubles de l'équilibre et d'un nystagmus vestibulaire périphérique
puisque l'asymétrie d'activité des nerfs vestibulaires entraîne une asymétrie d'activité des noyaux. Plus rarement, cette compression sera à l'origine du signe de rhombère latéralisé, de la déviation des index du même côté, ainsi que de la marche en étoile. L'atteinte des fibres motrices du nerf facial engendre une asymétrie de la face, caractérisée par une commissure labiale abaissée du côté paralysé et une bouche déviée du côté sain, par défaut d'innervation des muscles de la mimique. On peut ainsi objectiver une signe de Charles-Bell car le patient ne parvient plus à fermer l'œil. L'atteinte du nerf 7 bis est responsable d'une agueusie des 2 tiers antérieurs de la langue, d'une anomalie des sécrétions lacrymales et salivaires et une hypoesthésie de la zone de Ramsay-Hunt. Le traitement proposé au patient est une exérèse chirurgicale de la tumeur. Le médecin expliquera ainsi au patient qu'il est atteint d'une tumeur bénigne qui se développe à partir des nerfs au niveau d'une région située à l'arrière de son crâne. Celle-ci est responsable de la baisse de l'audition, de vertige, d'une paralysie de l'hémiface et de la diminution du goût par compression des nerfs situés dans cette région. Il est donc nécessaire de l'opérer pour enlever la tumeur.